Bienvenue si vous nous rejoignez sur i24 News pour le Grand Direct. Je vous l'annonçais en titre, c'est un constat alarmant qu'a dressé la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Selon l'organe onusien, Gaza pourrait devenir invivable d'ici 5 ans. PIB qui chute, taux de chômage qui atteint des records, classe moyenne quasi inexistence. La situation ne sera bientôt plus viable pour les habitants de la région selon l'ONU. Débat à suivre dans un instant avec nos invités. Mais d'abord les grandes lignes de ce rapport, c'est avec Joseph Emmanuel. Gaza invivable d'ici 2020. C'est l'inquiétude de la CNUSED, un organe onusien chargé du développement et du commerce de plusieurs zones dans le monde. Gaza, un territoire de 362 km², bordé par Israël à l'est, l'Égypte au sud et la mer Méditerranée à l'ouest. Ses presque 2 millions d'habitants en font l'un des territoires les plus peuplés du monde. Pour les économistes de l'ONU, les conséquences sociales, sanitaires et sécuritaires de cette très forte densité démographique sont le principal facteur qui risque de faire de Gaza un lieu invivable d'ici 2020. L'économie est toujours dans une période de ralentissement. Beaucoup d'infrastructures ont été détruites. Beaucoup d'industries et de petits ateliers de travail ont été détruits et n'ont pas encore repris leur travail. Je dois ajouter que l'argent des donateurs n'arrive pas comme prévu. L'argent n'arrive pas et beaucoup ne comprennent pas, car Gaza fait partie des territoires les plus aidés par la communauté internationale. Un problème de liquidité auquel s'ajoutent les effets persistants de la retenue par Israël des recettes douanières palestiniennes. Israël a retenu des recettes douanières palestiniennes au cours des 4 premiers mois de 2015, des sommes recueillies au nom de l'autorité palestinienne. Cela a un effet très négatif sur l'économie. De son côté, Israël reconnaît avoir bloqué certaines recettes douanières depuis le coup d'État du Hamas à Gaza, ne voyant pas au nom de quoi elle devrait permettre à un mouvement qui ne reconnaît pas son existence de toucher d'importantes sommes qui pourraient servir à un réarmement massif. Les efforts de reconstruction sont extrêmement lents face à l'ampleur des dévastations qu'a fait la guerre de l'été 2014. L'enclave palestinienne est à son point le plus bas depuis 1967, quand Israël avait pris le contrôle de ce territoire lors de la guerre des 6 jours, augmentant paradoxalement le niveau de vie des Gazaouis. Le gouvernement israélien démantèle les implantations juives de Gaza en 2005, un retrait qui signe la fin du contrôle de l'enclave par l'autorité palestinienne et le début d'un règne sans partage par le mouvement islamiste Hamas. Depuis, pour des raisons de sécurité, Israël et l'Égypte imposent un blocus maritime à l'enclave. Plusieurs guerres se succèdent avec leur lot de destruction, mais la situation, que certains décrivent comme catastrophique, pousse le Hamas à contenir son intransigeance face à l'État juif. Des contacts indirects avec Israël seraient aujourd'hui engagés pour peut-être parvenir à une trêve de longue durée en échange d'une levée du blocus. La fin d'un blocus améliorerait peut-être les conditions de vie des Gazaouis, ce qui pourrait signifier que le Hamas resterait au pouvoir pour de longues années, des décennies peut-être. Et on en débat tout de suite avec nos invités. Olivier Rafovitch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes colonel de réserve de l'armée israélienne. Nissim Zvili, merci d'être avec nous. Ancienne ambassadeur d'Israël en France, Gaza, invivable d'ici 2020. C'est une estimation qui vous semble probable? Je crois que Gaza est déjà invivable. Ça veut dire que cette estimation, c'est pas une grande surprise. Les Gazaouins, leur leadership, l'État d'Israël, la communauté internationale doit prendre des décisions vis-à-vis de l'avenir de cette petite bande de 330 km² dans laquelle il y a 1 800 000 habitants qui n'ont aucune infrastructure indépendante, qui dépendent complètement de l'État d'Israël. Ce n'est pas d'importance s'ils sont occupés par l'armée israélienne, oui ou non. Ils sont occupés de facto, parce que c'est nous, l'État d'Israël, qui décide s'ils vont boire aujourd'hui, ou s'ils ne vont pas avoir d'eau potable, s'ils vont avoir de l'électricité ou ne vont pas avoir d'électricité, s'ils vont manger du pétrosilia ou bien de la chassa, comme il a dit, ou de la persil ou de la chassa. C'est un territoire qui est pas le pouvoir, pas sous la présence, mais il est occupé par l'État d'Israël parce que c'est nous qui décidons de l'avenir de ce territoire. Vous êtes d'accord, l'avenir de la bande de Gaza est entre les mains d'Israël, Olivier Rafovitch? Je suis d'accord avec notre ami, mon ami aussi, Nissim Zvili. La bande de Gaza, c'est d'abord près de 2 millions d'habitants. Situation aujourd'hui catastrophique au niveau, à tous les niveaux, mais
la question de savoir qui est responsable et qui peut améliorer. Je suis d'accord qu'il y a une part du côté israélien, puisque nous sommes quelque part, nous sommes amis d'un côté et ennemis de l'autre, mais nous sommes dans la même région et nous devons faire que cette bande de Gaza ne devienne pas pour nous aussi un poids encore plus grand qu'elle l'est si la situation allait en se détériorant. Mais il y a aussi d'autres responsables ou d'autres gens qui peuvent, et d'autres pays qui peuvent aussi améliorer cette situation. Et il y a l'Égypte qui bloque totalement aussi toute assistance tant qu'il y a le Hamas au pouvoir. Il y a la communauté internationale qui dit, qui promet des aides énormes et qui en fait en amène très peu. Il y a des dirigeants du Hamas qui s'enrichissent, comme Khaled Mashal, qui est un des plus grands milliardaires aujourd'hui des Émirats, avec l'argent des donor states, des pays qui donnent de l'argent. Et puis il y a aussi monsieur Ismail Haniyeh qui est maintenant un millionnaire avec cet argent-là, puisque c'est pas de son travail de chef du Hamas. C'est un réarmement également de l'organisation. Voilà, donc, le ciment qui est actuellement dans ces jours-là, dans ces jours-ci, qui est actuellement arrive après donc l'opération de protection dans la bande de Gaza, est utilisé par le Hamas, la branche militaire, pour les tunnels contre Israël. Le problème, c'est qu'il y a ici, pour nous et pour eux et pour le monde entier, il y a ici une situation de chaos. D'un côté, des gens, des populations qui ont le droit de vivre comme n'importe quelle population dans le monde, et de l'autre côté, un régime qui utilise cette bande de Gaza comme base contre l'État d'Israël. Et on a vu les images là, on ne voit pas des gens qui parlent de pito, qui parlent de construire des écoles, qui parlent de construire des buildings, on parle de parades militaires. Et ce soir même, encore une fois, à la mitrailleuse lourde, des gens ont tiré contre des maisons à la bordure de la bande de Gaza. Donc, ce qui fait que à chaque fois, il y a une tension énorme qui fait qu'on ne peut pas aider ceux qui vous tirent dessus, mais on devrait aussi réfléchir à l'avenir. Mais je voudrais juste vous montrer une image, si vous permettez. Cette image, que si on peut la voir à la caméra, avec un gros plan, si c'est possible. Voilà, c'est 1920. Là, on parle de 2020 pour Gaza qui sera invivable. Voilà. On pourrait croire que c'est une région près de Gaza. C'était Tel Aviv en 1920. C'est-à-dire que Eretz Israël, cette région-là, qui n'est pas très loin de la bande de Gaza, n'est-ce pas, est une région qui était aussi invivable avant que les Juifs arrivent ici et construisent et développent et travaillent la terre et qu'il y ait une véritable volonté, d'ailleurs par les pionniers qui étaient inspirés de l'idéologie socialiste, de faire de cette terre-là une terre d'accueil, de développement. On peut faire pareil à Gaza. On peut faire pareil aussi à Singapour. On peut faire pareil aussi à Singapour, on l'a fait à Singapour, on l'a fait aussi à Hong Kong. C'est pas la taille qui est importante, c'est pas la densité qui est importante, c'est l'esprit des leaders et de ceux qui veulent véritablement faire quelque chose. Tant que le leadership palestiniens de la bande de Gaza, et même d'ailleurs de Ramallah, laisseront les Palestiniens et les réfugiés dans cette situation de chaos permanent, eh bien, il n'y aura pas de développement possible. Vous évoquez le leadership de Ramallah, c'est vrai qu'il y a une responsabilité également de l'autorité palestinienne qui est très divisée aujourd'hui et qui peine à mobiliser les fonds internationaux. Je suis désolé, c'est très facile de dévier ce débat sur l'avenir de la bande de Gaza et des 2 millions d'habitants en essayant de présenter rien que les besoins de sécurité de l'État d'Israël. Si c'est le point de départ, ok, on peut quitter le plateau, on a terminé, il y a eu des attentats, il y aura des attentats, et tous ces attentats et tous les actes militaires ont été résolus en fin de compte. Ils avaient existé entre nous et l'Égypte, ils avaient existé entre nous et la Jordanie, ils avaient existé dans toutes les régions, en fin de compte a été résolu dans le cadre d'un accord politique. Tant qu'on va continuer à regarder par le puits, c'est la même chose. Ça pose en tout cas un nouveau défi pour Israël. Non, je suis désolé. Le Hamas, c'est depuis très longtemps. Il y a une embranchée, mais c'est aussi une organisation politique qui c'est eux qui gèrent la bande de Gaza. Ils assument toutes les responsabilités de ce qui se passe dans la bande de Gaza, et c'est le gouvernement israélien qui le dit. À part ça, qu'il y a déjà des négociations avec le Hamas, mais ça, c'est pas l'important. Pourquoi on ne regarde pas ce qui se passe en Europe? Vous vous rappelez, peut-être vous êtes jeune, mais je me rappelle, il y a 20 ans ou 2 générations, on avait dit clairement, au niveau des principes, si les pays riches du monde, et surtout l'Europe, ne vont pas aider à développer les pays sous-développés et pauvres, leur pauvreté va envahir l'Europe. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant en Europe. Sans l'aide internationale, il y aurait eu la famine à Gaza. Il y aurait eu des centaines de morts chaque jour. Centaines de morts. C'est rien que l'aide internationale qui sauve. C'est aussi, ça veut dire qu'il faut trouver le juste équilibre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À la place d'aider à développer la bande de Gaza, on fait exactement tout le contraire. Je ne parle pas seulement d'Israël.
Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir la frontière de Gaza. Il faut laisser 200 000 Palestiniens travailler et construire les maisons dont on a besoin. Il faut faire un aéroport dans la bande de Gaza. Il faut ouvrir un port dans la bande de Gaza. C'est pas les impératifs sécuritaires, c'est une approche à la vie, une approche à l'avenir de cette région. On va continuer à se renfermer dans nos tranchées et croire que le seul problème, c'est que selon vous, Israël devrait prendre le risque aujourd'hui d'ouvrir cette frontière? Il n'y a aucun. Vous savez, de la Cisjordanie, il y a aujourd'hui 80 000 Palestiniens qui passent chaque jour la frontière, une partie légitimement, une autre partie pas légitimement, et ils travaillent et ils sauvent le bâtiment ou la construction en Israël. Sans la main-d'œuvre palestinienne, pas seulement dans les colonies. Quand on parle de construire 40 000 maisons par an, sans les Palestiniens et la main-d'œuvre arabe, il n'y aurait rien eu. Ce qu'il faut faire, c'est exactement la même chose dans la bande de Gaza. Économique, Olivier Rafovitch. D'abord, moi j'ai connu aussi la bande de Gaza ouverte. On l'a connu tous d'ailleurs, avec des possibilités de passage libre entre Palestiniens qui ont construit des maisons et des villes en Israël. Mais bon, de manière... le problème est un problème à la fois humain, il faut trouver une solution, c'est clair. D'ailleurs, en Israël, malgré le conflit, même durant le conflit, on évacue des blessés, on évacue des malades, il y a des enfants palestiniens qui sont traités. Je n'ai même pas envie d'en parler parce que c'est tellement normal que c'est même pas un point à discuter. Le problème, c'est que, à mon avis, le problème palestinien n'est pas un problème local et un problème séparé du reste du problème entre Israël et le monde arabe et le monde musulman. L'Iran aujourd'hui soutient le Hamas, le djihad islamique, et l'Iran aujourd'hui influence quelques leaders qui sont suffisamment forts et qui ont suffisamment d'influence pour que la population ait peur de bouger, ait peur d'aller vers un autre sens qui est peut-être le sens de la paix ou du développement. Je suis certain qu'il y a des milliers de Palestiniens à Gaza qui veulent la paix, qui veulent travailler en Israël et qui veulent revenir comme leurs parents ou leurs grands-parents l'ont fait il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, la situation, vous l'avez dit vous-même, il y a des impératifs qui sont terribles. Actuellement, il y a des Palestiniens qui quittent la bande de Gaza, vous savez, qui ont peur même de rester à Gaza, qui veulent aller en Israël, même s'ils ont le risque de se faire tuer à la frontière par le Hamas, parce qu'ils ont peur, ils ne veulent plus rester à Gaza. Ce qui est vrai par contre, et là je suis d'accord avec Nissim Zvili, c'est qu'il y a aujourd'hui une possibilité d'arriver en masse de Palestiniens qui préféraient même, on va dire, se battre et perdre leur vie pour sortir de Gaza, pour vivre mieux. Et Israël serait prêt à les accueillir? Non. Justement, il y a aujourd'hui une situation dramatique, on le voit aujourd'hui en Europe, ça peut également arriver en Israël, nous devons être prêts à cette éventualité, nous ne pourrons pas être bloqués et faire un blocage total. C'est très compliqué cette situation-là, on en parle aujourd'hui de... Olivier, attendez, il faut arrêter de faire ces discours. Non, il y a pas discours. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de solution, et c'est pas vrai qu'il n'y a pas de solution. Attendez, il y a une solution, on ne veut pas donner une vraie chance à cette solution. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution. C'est ce que vous disiez, parce que ce discours, on l'entend depuis 10 ans de la droite au pouvoir, rien que les problèmes de sécurité, incapacité, il n'y a pas de partenaire, on a déjà écouté tous ces discours, ça fatigue. Le problème, c'est que, vous savez, il y avait ce scorpion qui voulait traverser la rivière. Et puis il demande à l'éléphant ou à la grenouille, je sais pas, est-ce que tu peux m'aider à traverser la rivière? Et la grenouille lui dit, sans problème, je vais t'aider à traverser la rivière. Il traverse la rivière, le scorpion, au milieu de la rivière, donne un coup de venin à la grenouille. Et les deux vont mourir dans l'eau. Et la grenouille dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que c'est plus fort que moi. Si le Hamas aujourd'hui décide de changer de peau, de changer d'esprit, d'être différent... Je ne rentre pas là-dedans. Le problème, c'est que le leadership palestinien de Gaza mène les Palestiniens de Gaza à la catastrophe. Mais c'est également pour nous un problème grave. C'est pas seulement le problème à eux. Moi, je vois aussi le problème du côté israélien. Et pour l'instant, encore une fois, je comprends ce que dit Nissim Zvili. Je comprends, même si on n'est pas tout à fait d'accord. Je comprends ce qu'il dit. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous sommes capables. Je pense que nous ne sommes pas encore capables de s'asseoir à la même table avec eux aujourd'hui. C'est mon avis. C'est triste. On discute indirectement en Israël avec le Hamas. On parle même de pourparlers secrets. Ce serait question d'une trêve à long terme de 7 à 10 ans. Il y a des contacts. J'espère que ces contacts aboutiront. J'espère qu'il y aura à un moment donné un langage de vivre ensemble l'un côté de l'autre. Mais pour l'instant, il y a aujourd'hui, encore une fois, l'Iran l'a déclaré, le Hezbollah le déclare, même si c'est de la propagande, on ne sait pas comment l'écouter. En Israël, on a cette angoisse. C'est une angoisse israélienne, peut-être même qui vient de lointain du judaïsme. On a peur de l'avenir, on a peur d'écouter des gens qui vous disent qu'ils veulent vous détruire. Donc, ces choses-là nous bloquent. Est-ce qu'elles devraient nous bloquer? Je ne sais pas, je ne suis pas psychologue. Ça, c'est la vraie réponse. On a peur. On a peur de tout. On a peur de l'avenir, on a peur de faire des pas pour arriver à la paix, on a peur de résoudre des problèmes. On a des raisons d'avoir peur, on a eu peur de résoudre le problème du gaz, on a peur.
Et la peur, c'est pas une politique. La peur, c'est pas une politique. Il y a besoin d'une initiative, il y a besoin d'une vision, il y a besoin d'une pensée à long terme. On croit vraiment qu'on va continuer à enfermer 2 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza, dans ce situation. Et si l'ONU va décider demain qu'ils arrêtent complètement le soutien dans la bande de Gaza, comme ils l'ont fait dans quelques pays africains, qu'est-ce qui va se passer exactement ? Dans quelle direction vous croyez que ça va se développer? Des gens affamés, vous croyez que c'était cette barrière qui va les arrêter? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a un risque. D'ailleurs, ce qui se passe actuellement en Europe va être, à mon avis, copié naturellement par les masses palestiniennes qui vont vouloir également quitter la bande de Gaza. Et nous devrons nous prendre pas seulement la bande de Gaza.